La tempête Goretti. Voilà un nom qui a fait la une partout en Europe, qui a semé le chaos et qui a mis tout un continent en état d'alerte. Mais qu'est-ce qui a bien pu rendre ce phénomène météo si exceptionnellement puissant? Allez, on va décortiquer ça ensemble. Une tempête explosive. Et attention, ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux des météorologistes eux-mêmes. Quand ils ont vu ce qui arrivait, ils ne parlaient pas d'une simple dépression, mais bien d'une véritable bombe météo sur le point de détonner. Rien que cette expression, ça nous prépare à quelque chose de totalement hors du commun. Alors, pour bien tout comprendre, on va suivre un plan simple. D'abord, on va revivre son arrivée spectaculaire, ensuite, on va plonger dans son anatomie pour voir ce qu'est un cyclone explosif, puis on verra l'impact concret sur le continent, et on terminera avec les séquelles qu'elle a laissées derrière elle. Allez, on commence par le début, l'arrivée de Goretti. Et là, on ne parle pas d'une petite dépression, mais bien d'une bombe météo qui s'abat sur l'Europe de l'Ouest. Tout a basculé dans la nuit du 8 au 9 janvier 2026, et c'est une nuit que beaucoup de gens ne sont pas prêts d'oublier. Et quand on regarde les images satellites, c'est juste saisissant. On voit cet enroulement nuageux parfaitement dessiné, ce vortex gigantesque qui s'engouffre littéralement dans la Manche. C'est l'image même d'une puissance colossale parfaitement organisée juste avant l'impact sur les côtes. Bon, on a vu la tempête arriver. Maintenant, il faut comprendre pourquoi elle était si violente. Pour vraiment saisir la fureur de Goretti et l'ampleur des dégâts, on doit plonger un peu dans la science et décortiquer la mécanique même de la tempête. Alors, un cyclone explosif, qu'est-ce que c'est exactement? Le mot le plus important ici, c'est la vitesse. On ne parle pas seulement de la force finale, mais de la rapidité. La rapidité fulgurante avec laquelle la tempête se forme. C'est cette chute de pression complètement vertigineuse en si peu de temps qui agit comme un détonateur et qui fait exploser l'intensité des vents. Alors, comment ça s'est passé pour Goretti? On peut le résumer en 3 étapes clés. Au départ, tout semble normal, une simple dépression se creuse sur l'Atlantique, un grand classique. Mais ensuite, deuxième étape, ça dérape. Elle entre dans ce qu'on appelle une cyclogénèse explosive, c'est-à-dire que la pression en son centre s'effondre littéralement. Et enfin, ce qui rend Goretti particulièrement redoutable, c'est l'apparition d'un phénomène rare et très destructeur qu'on appelle le Sting Jet. Le Sting Jet. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Eh bien, il faut vraiment l'imaginer comme un dard, un aiguillon venimeux. C'est un courant de vent d'une violence inouïe, de la force d'un ouragan, qui plonge depuis l'altitude pour venir frapper le sol. C'est très localisé, mais sa puissance est dévastatrice. Et c'est lui, le responsable des rafales les plus destructrices observées pendant la tempête. Ok, on a vu la science. Mais tout ça, concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Quelles ont été les conséquences pour les millions de personnes qui se sont retrouvées sur la trajectoire de Goretti? 160 km/h. C'est la vitesse des rafales qui ont été enregistrées à terre. Mais le plus fou, c'est qu'en mer, au cœur de ce fameux Sting Jet, les vents frôlaient les 200 km/h. On est sur la force d'un ouragan majeur là. C'est pour ça, et on comprend pourquoi, que l'alerte maximale a été déclenchée, l'alerte rouge. Et pour bien se rendre compte de l'échelle du phénomène, il suffit de regarder la carte des alertes. Ce n'est pas juste un seul département qui est passé en alerte rouge. Non, on parle de 32 autres départements en vigilance orange pour le vent et encore 9 de plus pour les vagues ou la nage. En gros, c'est quasiment tout le nord-ouest du pays qui était en état d'urgence. Et attention, Goretti ne s'est pas soucié des frontières. C'était un événement à l'échelle européenne. Pendant que le Sting Jet martelait la France, le Royaume-Uni, de son côté, faisait face à des vents qualifiés de mortels. Et le Benelux était complètement paralysé, un chaos total dans les transports. Les impacts étaient un peu différents d'un pays à l'autre, mais la sévérité, elle, était la même partout. Parce que derrière les cartes et les chiffres, il y a le coût humain. Et il est lourd. Au moins 6 morts, des dizaines de milliers de foyers plongés dans le noir, sans électricité, plus de 700 vols annulés rien qu'en Amsterdam, les Eurostars à l'arrêt, la vie de tous les jours tout simplement paralysée. Tout ça résumé par ce conseil des autorités, simple mais qui en dit long, reportez vos déplacements. Bon, la tempête est passée, le pire est derrière nous. Mais est-ce que ça veut dire que tout revient à la normale du jour au lendemain? Eh bien, pas vraiment. En fait, l'accalmie est très brève. À peine les vents commencent à faiblir le 10 janvier que la neige prend le relais à l'est. Et puis, les jours suivants, c'est le retour d'un temps froid, très humide. Et même au milieu de semaine, alors que les températures remontent un tout petit peu, la pluie, elle, ne nous lâche pas. Elle est là, quasi permanente. Bref, la conclusion, elle est sans appel. La fin de la tempête, ce n'est pas le retour du beau temps. Loin de là, l'atmosphère est restée profondément perturbée. Le mot qui résume la semaine suivante, c'est instabilité. De la pluie, encore de la pluie, et des températures qui peinent à retrouver les normales. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large. Parce que Goretti, ce n'est pas juste un cas isolé. On a l'impression que ces phénomènes extrêmes sont de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Alors la vraie question, ce n'est peut-être plus de savoir quand la prochaine super tempête frappera, mais plutôt comment allons-nous nous adapter, tous ensemble, à cette nouvelle réalité climatique qui, elle, est bien là.